Et merci beaucoup, Odile, pour ta première animation. Très content d'être avec vous aujourd'hui. J'ai très hâte de vous présenter notre conférencière. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, Dorothy, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître comme étant déjà la première femme noire humoriste francophone au Québec. Et depuis 2018, elle a laissé sa carrière d'humoriste pour devenir la présidente et fondatrice d'Audace au féminin. Alors, Audace au féminin, c'est une OBNL avec laquelle, en fait, elle a créé le Salon international de la femme noire, qui est un événement qui revient chaque année depuis son année de fondation, donc 2018, et qui a pour vision, tout simplement, de faire rien d'autre que de faire de Montréal la Mecque des femmes noires du monde entier. S'il vous plaît, je vous demanderai d'allumer votre micro pour pouvoir l'accueillir très chaleureusement avec un maximum d'applaudissements. Sans plus tarder pour vous, Dorothy Rowe. Bravo! Merci, merci. Alors, je vais partager aussi mon écran. Ce ne sera pas trop long. Donc, bon matin tout le monde. Et aujourd'hui, bien, j'ai envie de vous parler de comment c'est possible de construire une société inclusive. Évidemment, c'est la question que je vous pose, mais j'ai envie surtout de vous partager un peu mon vécu. Vous savez, je suis née ici au Québec. J'ai grandi dans le quartier Saint-Michel, de parents haïtiens. Et quand j'étais jeune, bien, ma meilleure amie, c'est une Québécoise aux cheveux longs, bruns, châtains, les yeux vert pair. Et c'est une fille qui jouait de la flûte traversière. Et on était très, très, très proches. On habitait dans le même quartier, sur la même rue. Et quand j'allais chez elle, ben, c'est là que j'ai découvert vraiment la culture québécoise. Tu sais, ça a l'air de rien. J'apprenais des mœurs, comme par exemple, quand j'allais dormir chez elle, il y a le soir, avant de se coucher, sa mère lui racontait une histoire. Tandis que chez moi, ben, ma mère me faisait la prière. Par exemple, après le souper, il y avait toujours un dessert, tandis que moi, ben, c'est la vaisselle qui m'attendait. Et l'été, ben, elle partait à Riviera Maya avec sa famille, tandis que moi, avec ma famille, ben, on allait voir nos gens à Riviera des Prairies. Donc, on était très, très, très proches. Elle a organisé un party pour célébrer, pour se dire un dernier au revoir avant de se rendre au secondaire. Donc, un party, tout le monde était invité et ça se faisait dans son sous-sol. Et je peux vous dire que l'ambiance était vraiment canon. La musique jouait à tue-tête, tout ça. Et moi, ben, j'étais la seule qui n'avait pas été invitée. Et j'assistais à ce spectacle à l'extérieur, assise sur la bordure du trottoir, juste en face de chez moi. Comme je vous disais, il y avait quelques maisons qui nous séparaient. Et j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de minorité visible qui était invitée. Tu sais, à l'époque, à Saint-Michel, c'est pas comme aujourd'hui où 90% dans une classe, on a des gens de toutes les couleurs, mais je ne veux pas trahir mon âge, mais j'ai 46 ans. À l'époque, on pouvait compter sur une main les Noirs dans une classe. Et imaginez dans la tête d'une petite fille, alors là, j'ai ma photo de moi, j'avais 8 ans, je n'ai pas trouvé celle de 12 ans, c'est dans les boîtes. Mais imaginez dans la tête d'une petite fille ce que je pouvais ressentir de voir que cette amie-là, avec qui j'ai partagé ma vie de la maternelle jusqu'à la 6e année, ne m'a pas invitée à ce party. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que je n'avais pas la bonne couleur. Et ça, je me suis sentie exclue, rejetée. C'est un sentiment que j'ai vécu tout au long de ma vie. Au cégep, à l'université, je me souviens quand le prof demandait, par exemple, de se mettre en groupe pour faire un travail d'équipe, ben, j'avais l'impression de participer à une expérience sociologique. Hein? Parce que toutes les Blancs se mettaient ensemble. Puis nous, les minorités, on se regardait, on était comme, bon, ben, OK, on n'a pas le choix, on va se regrouper. Et la seule personne blanche qui n'était pas avec le groupe, ben, avait pas le choix de se rejoindre à nous. Mais ce qui était fascinant, c'est que cette personne blanche qui se retrouvait dans notre équipe, on travaillait ensemble, mais une fois qu'on sortait de la classe, si je croisais cette personne-là dans les corridors, j'avais même pas droit à un sourire. J'étais comme invisible devant cette personne-là. Ça, c'était un autre choc.
Au travail, c'était la même chose. Je dois vous dire que durant ma carrière, en fait, presque toutes les embauches, j'ai quand même eu du succès. Sauf une particulière, je me souviens. On m'avait appelé pour une entrevue, j'étais excitée, je me présente. Et au moment où j'allais déposer mon manteau au vestiaire, la personne tenait mon CV en main. Il est venu me voir. Il m'a dit non, c'est pas nécessaire d'enlever votre manteau. On a votre CV. Quand on aura un poste disponible, on vous appellera. J'étais surprise parce que j'avais reçu cet appel-là. Mais encore là, on n'aime pas, en tant que minorité visible, se dire est-ce que c'est à cause de la couleur de ma peau? Est-ce que c'est à cause de mon origine ethnique? Est-ce que c'est à cause de ma religion? Et par la suite, je suis devenue cadre en ressources humaines dans une multinationale, dans l'industrie pharmaceutique. Et j'ai aimé ce poste-là. Je représentais la compagnie à travers le Québec. Je m'occupais du programme de stage. J'étais en charge de la plus grande division de cette compagnie. Et j'avais beaucoup de succès. J'ai bâti des records d'embauche. J'avais établi des partenariats avec des institutions scolaires, avec des organismes. J'allais chercher plus de 100 000 $ de subventions juste parce que j'avais embauché des immigrants qui avaient la lettre prime. Et malgré tout ça, je n'avais jamais été reconnue par mes gestionnaires. Jamais. La seule personne qui participait dans les réunions, c'était moi. Moi, j'étais active. Je posais des questions. Quand je proposais des idées, j'étais tassée. C'est comme si j'étais... En fait, c'est là que j'ai vécu, c'était quoi? L'invisibilisation. Donc, toutes mes réalisations ne valaient pas grand-chose. En humour, ben Charlie vous l'a dit, ouais, j'ai le privilège d'être la première femme noire humoriste francophone au Québec et au Canada. Beau privilège. Et, je me suis lancée dans l'humour en 2011-2012. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile en tant que femme, mais aussi en tant que femme noire. J'ai eu des commentaires, par exemple, où on me disait, tu sais, Dorothy, il y a peut-être, si tu étais moins jolie sur la scène, moins coquette, bien, tu rendrais peut-être les spectateurs plus à l'aise, surtout ceux qui sont accompagnés de leur blonde, parce qu'ils ne peuvent pas te féliciter, ils ne peuvent pas applaudir ou te regarder avec un regard admiratif parce que ça risque de déranger leur copine. Ou encore, je me souviens, pour une audition, on voulait me mettre sur la scène ethnique. Là, j'étais toute surprise. C'était pour un spectacle d'humour à Québec. Et je leur ai demandé, j'aurais dit, ben, écoutez, quand les humoristes québécois vont en France, est-ce qu'ils sont considérés comme des ethnies? Alors pourquoi moi qui suis née ici au Québec, on devrait me mettre sur une scène ethnique? C'est quoi ça, l'humour ethnique? Encore une fois, toujours des étiquettes, toujours. En 2016, j'avais besoin de fond de teint. Puis à ce moment-là, j'étais à Rivière-des-Prairies. Donc, je me présente à la pharmacie et je cherche un fond de teint. Celle qui m'a aidée, la commis, ben, elle m'a présenté des fonds de teint pour des femmes à la peau blanche. J'étais sûre qu'il y avait une caméra cachée à quelque part parce que je me dis non, c'est pas possible. Je ne peux pas me présenter des fonds de teint qui ne vont pas avec ma peau. Et finalement, c'est une commis, une maghrébine, qui est venue à ma rescousse et qui m'a dit discrètement, désolée, on n'a pas de produits cosmétiques pour les femmes de couleur en 2016. Encore une fois, l'exclusion. Encore une fois, ce sentiment de ne pas être incluse. Et ça a été comme ça depuis que je suis petite. Non seulement dans mon vécu, mais à la télévision, avec les représentants politiques, un peu partout, avec les fonctionnaires. Jamais je me suis vraiment sentie incluse. Et commencer à être noire ici au Québec, pas facile. Tu sais, les statistiques le démontrent. En 2016, il y a eu des statistiques de Statistique Canada qui démontraient que les Noirs, hommes et femmes, gagnent en moyenne 19 000 à 7 000 $ de moins que le restant de la population. Pas seulement ça aussi, les traitements injustes ou de discrimination au travail, bien, ce sont les femmes noires qui vivent ça 2 fois plus que le restant de la population. Et c'est la même chose aussi au niveau du taux de chômage. Le taux de chômage est beaucoup plus élevé chez les Noirs
que le restant de la population. Donc, toutes ces inégalités-là pèsent sur nous. Toutes ces inégalités-là ont été mises à jour, ont été mises devant le public aussi avec la COVID, qui a démontré la fracture sociale qui existait ici au Québec. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, sachant tout cela, sachant ce qu'on vit comme inégalité, est-ce que c'est possible de construire une société inclusive? Je vous pose la question, puis Charlie, je te laisse gérer ça avec l'équipe. Oui, si on pouvait, donc Diana, j'imagine que c'est toi qui es en charge des breakout rooms. Si on pouvait créer plusieurs breakout rooms pour 5 minutes, ce serait génial. Ça marche, je suis en train de préparer ça. Okay. Tout le monde est de retour. Oui, tout le monde est de retour. Est-ce que Dorothy est là? Bien sûr! Bon, Dorothy, on te repasse la parole alors. Alors, comment ça s'est passé? J'aimerais ça savoir un peu, je suis un peu curieuse de connaître un peu quelques réponses. Est-ce qu'il y a certains qui aimeraient partager avec moi? Ed, je pense Il y a une piste qui a été soulevée à 10 secondes avant la fin de la breakout room et qui était sur la possibilité peut-être ou l'idée d'utiliser les mêmes outils ou en tout cas la même faveur qui a été déployée pour les combats féministes pour l'appliquer donc dans des combats antiracistes, quoi. Bon, on n'a pas eu le temps vraiment de faire de millage là-dessus parce que la breakout room s'est terminée, mais c'était une idée, je pense, qui pourrait mériter notre réflexion. Absolument, absolument. C'est un très beau parallèle que j'aime souvent faire lorsqu'on vient j'aime pas dire contredire. Ouais, je peux dire contredire lorsqu'on vient me dire, on est tous pareils. Moi, je vois pas de différence entre toi et moi. Il y a des différences. Et j'aime souvent faire ce parallèle-là avec les femmes, parce que les femmes aussi connaissent des inégalités. Elles se battent pour avoir une place. Elles se battent pour la parité. On fait des progrès ici au Québec. On est fiers de mentionner que l'année 2018, ça a été historique au niveau des élections provinciales parce qu'on a eu des femmes, la moitié des femmes ont été élues, du cabinet de la CAQ sont des femmes actuellement. Mais quel progrès qu'on a fait au niveau de la diversité ethnoculturelle. On revient toujours au même point. Et souvent, dans des organisations, qu'on parle de diversité, on a tendance à impliquer des femmes. Mais encore une fois, qui sont ces femmes? Est-ce que ces femmes-là représentent la majorité? Donc, on est toujours encore dans ce même cercle vicieux qu'on doit briser. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Écoutez, moi, je peux vous dire que quand j'ai vécu ce rejet-là au primaire, quand je suis arrivée au secondaire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé, j'ai créé le comité interculturel à l'école secondaire, le premier. Et je peux vous dire, de secondaire 1 jusqu'au secondaire 5, toutes les activités dont j'ai fait partie, je me suis assurée que la diversité et l'inclusion étaient présentes jusqu'au bal de finissant que j'ai animé. Quand je suis arrivée au cégep, l'université, c'était la même chose encore, très impliquée. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai une certaine cote de popularité parce que j'étais toujours impliquée dans plusieurs associations. Au travail, quand je travaillais dans les ressources humaines, bien, j'ai réussi à implanter une formation au niveau de la diversité auprès des gestionnaires. Mais mon plus bel accomplissement, je vais vous le dire, c'est d'avoir semé des graines à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire d'avoir embauché des gens issus des communautés ethnoculturelles qui, aujourd'hui, occupent des postes décisionnels dans la compagnie. Et ça fait toute une différence. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Et quand j'ai vécu cette frustration par rapport à ce fond de teint que je n'ai pas trouvé, ce que j'ai fait, j'ai créé le Salon international de la femme noire. Une plateforme où on serait enfin visible, où enfin nos voix seraient écoutées, où on pourrait être incluse aussi dans des enjeux et débats de la société québécoise. Et j'ai toujours dit, tout ce que je fais, c'est un mouvement inclusif.
Et je vais juste vous partager cet écran. Hein? J'avais mis une petite photo aussi pour vous. Bon, elle n'est pas si belle que ça, mais quand même. Ça, c'était quand j'étais au primaire. Elle est floue, cette photo-là. Mais il faut croire que je me tenais avec tout le monde. Et ça, c'était récemment. J'ai été invitée par une amie que je vois d'ailleurs ici présente, Boyana. J'ai quasiment des larmes parce que c'est là qu'on voit le pouvoir de la diversité. C'est quand on est plusieurs et on peut échanger ensemble. C'est ça qui a été merveilleux dans cette rencontre-là, que Boyana, c'est une fille qui tout simplement m'a demandé de la rencontrer pour un café. J'ai été prendre un café avec elle. On a échangé ensemble. La même chose aussi avec une Chloé Fresnon qu'on voit ici sur la photo avec le bandeau sur la tête. On a été prendre un café. Et suite à la rencontre de Boyana, plusieurs petites rencontres ont débouché et ont permis aussi à mes projets d'avancer. Quand j'ai rencontré Sophie, celle que vous voyez en haut, avec blonde, bien, elle a utilisé sa plateforme pour que je puisse avoir une voix à un autre public. Parce que beaucoup de gens de la communauté noire me connaissent. Donc, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de s'entourer des gens qui sont différents de nous. Au contraire, il y a tellement une richesse. Et ce que j'ai aimé dans cette rencontre-là qu'on a eue le 8 mars dernier, c'est qu'on a été capable de partager nos expériences. Et tout ça, ça s'est fait dans le respect et dans l'écoute. Et quand j'ai échangé avec Steve, quand on a fait le petit groupe tantôt, mais Steve, c'est ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a parlé avec une femme, une activiste, une noire, à propos du Black Lives Matter. Et il a compris que c'était important de lui céder la parole pour exprimer ce que nous, on vit, les Noirs. Alors, pour construire une société inclusive, c'est sûr que la première des choses, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. C'est de reconnaître qu'il y a une absence de diversité. C'est de reconnaître que le racisme systémique existe. C'est ça qui est la cause de toutes les inégalités. Et pour qu'on puisse passer, pour qu'on puisse réaliser pour qu'on puisse passer à l'action, ben, il faut passer de la diversité à l'inclusion. Parce que être entouré de gens de toutes les couleurs, c'est une chose. Mais il faut plus que ça. On veut que ces gens-là aient aussi accès à des postes décisionnels. On veut aussi que ces gens-là puissent avoir les mêmes égalités de chance lorsqu'ils passent une embauche, ils vont pour un poste. On veut que ces personnes-là puissent participer à des projets. Donc, on a tous ce pouvoir-là d'être des agents de changement. On est tous capables de le faire. Et on peut le commencer très jeune. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est mon fils. Lorsqu'il était au primaire, il fréquentait une école privée. Et pour différentes fêtes, ben, l'école privée donnait la chance aux jeunes de porter des vêtements de couleur, en fait, de ne pas porter l'uniforme. Donc, on appelait ça des journées de couleur. Et mon fils m'est arrivé un jour, quand il était plus jeune, il m'a dit, écoute, maman, c'est drôle, quand c'est le Nouvel An chinois, il y a une journée de couleur qui est attribuée. Quand c'est la Saint-Patrick, ben, tout le monde est encouragé à porter du vert. Mais durant les mois de l'histoire des Noirs, on n'a pas de journée de couleur. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, Anthony, c'est un très bon point que tu m'apportes. Ce que je t'encourage de faire, c'est d'en parler avec ton professeur. Après ça, parle-en avec ton directeur. S'il le faut, fais signer une pétition. Donc déjà là, je proposais des solutions à mon fils et puis je lui montrais comment on peut apporter des changements. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, mon fils rentre en secondaire 3 et jusqu'à présent, l'école primaire qu'il a fréquentée a dédié une journée de couleur durant le mois de l'histoire des Noirs. Alors, nous tous ici qui sommes présents là, dans ce groupe chat là, de Zoom, on a tous cette possibilité de faire un changement. Comme Boyana a fait ce changement-là en m'introduisant à un autre groupe. Comme un Charlie qui a pris le temps de m'offrir cette parole-là. Mais c'est un petit changement, mais qui va porter des actions plus grandes. Évidemment, on pense beaucoup avec la situation du Black Lives Matter. Vous avez tous été témoins du meurtre de George Floyd. Et comme vous aussi, j'ai assisté, aux funérailles à distance, évidemment. Et j'ai été touchée par les paroles du révérend Sharpton,
un militant très connu aux États-Unis. Et il a dit que l'histoire de George Floyd, c'est l'histoire de tous les Noirs. Mais c'est vrai. Parce que ce policier blanc qui a posé le genou sur le cou de George Floyd, à quelque part, représente le racisme systémique. C'est l'oppresseur. Donc, les Noirs qui ont les compétences, qui ont l'intelligence, qui ont la créativité, les aptitudes et plus, ben, quand on veut avancer, on a de la difficulté. Quand on veut déployer nos ailes, on a de la difficulté. Percer le plafond de verre, pour certains, c'est double, d'autres triple. Bien, c'est difficile pour nous parce qu'on a un genou au cou qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de progresser, qui nous empêche de respirer. Alors, je pense sincèrement que c'est ensemble qu'on peut faire un changement. C'est ensemble qu'on peut soulever ce genou-là qui oppresse les Noirs, les Autochtones, les personnes de couleur, les femmes. Ce qu'on veut, en fait, là, c'est une société égalitaire. Alors, c'est sur ces paroles-là que je vous laisse et je souhaite vraiment que vous puissiez faire un petit changement juste en regardant qui sont vos amis sur Facebook, sur LinkedIn, regardez vos profils. Prenez le temps d'observer autour de vous qui vous entoure. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis de partout et même dans ma famille, j'ai plein d'enfants métis et c'est ça la beauté. Et je pense que ça ne veut pas dire qu'au contraire, qu'on ne connaît pas notre histoire, non, au contraire, je pense qu'on devient plus fort. Donc, c'est sur ces paroles-là que je vous laisse. Si vous avez d'autres questions, ben, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et comme vous pouvez le voir, ben, je suis une fille très sociale. Alors, n'hésitez pas à me contacter, même via les réseaux sociaux, si vous ne vous sentez pas à l'aise. Merci à tous. Merci Creative Morning. Merci Charlie et ainsi qu'à toute l'équipe.